Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. Les 2 semaines qui arrivent vont être fondamentales pour l'avenir de la droite française. L'UMP désigne donc son président à la fin de la semaine prochaine. Dès cette semaine, le tribunal des référés doit se prononcer une première fois dans l'affaire Jouillet-Fillon. Et pendant tout le week-end dernier, c'est bien le mariage pour tous qui a été à l'origine de tous les débats du premier parti de droite français. Nous avons donc intitulé cette émission « UMP divorce sur le mariage gay ». Et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air en direct. Christophe Barbier est directeur de la rédaction de l'Express. En une cette semaine, votre palmarès des hôpitaux et cliniques. Et puis je renvoie par ailleurs à votre édito vidéo sur le site du journal. Nathalie Saint-Cric est chef du service politique de la rédaction de France 2. On vous retrouve notamment dans le grand rendez-vous politique de la chaîne, des paroles et des actes. Bruno Le Maire était hier l'invité du 20h de France 2. Yves Tréhard est lui éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. En une aujourd'hui, mariage homosexuel, Sarkozy relance le débat. Et je rappelle votre blog controverse sur le Figaro.fr. Enfin, Claude Veil est éditorialiste politique, spécialiste de l'histoire politique contemporaine. Votre livre sur les droites en France est lui paru aux éditions du CNRS. Ce qui s'est, on va dire, cristallisé autour du mariage gay pendant le week-end à droite, c'est important, c'est un révélateur? Oui, c'est important parce que ça va laisser des séquelles au-delà de la bataille interne pour la présidence de l'UMP. On voit bien comment une surenchère à droite sur ces sujets peut jouer un rôle en s'adressant aux militants de l'UMP qui vont voter le 29 novembre. Mais il faudra assumer cet héritage plus tard. Il faudra traîner éventuellement ce boulet devant les électeurs de la primaire à droite en 2016 et de la présidentielle, les électeurs français, en 2017. Donc on a affaire en ce moment à des marqueurs posés par les leaders, Le Maire, Sarkozy, Mariton et d'autres, sur ces sujets-là. En se prononçant dans le sillage de Sarkozy ou bien contre, comme Juppé ou Nathalie Kosciusko-Morizet, eh bien chacun des leaders de la droite prend date pour le futur sur ces sujets. C'est normal qu'ils débattent. C'est normal qu'ils débattent. C'est même anormal qu'ils ne l'aient pas fait avant. Oui. Nicolas Sarkozy est en campagne depuis la fin septembre. Sa candidature est quasiment acquise depuis le mois de juillet. On a attendu ce week-end pour avoir son opinion précise. Et encore en 2 temps. Il déclare et puis après il reprend au vol la demande d'abrogation de l'assistance. On a l'impression que ce débat, la droite aurait mieux fait de l'avoir pendant la discussion parlementaire. Puisque là encore, les votes s'étaient un peu éparpillés entre ceux qui étaient contre la loi Taubira et ceux qui s'abstenaient. Donc là, il y a une forme de clarification, mais de clarification qui crée une nouvelle confusion. Alors on peut se dire quand même aussi, Nathalie Saint-Cric, que c'est peut-être plus un débat pour une élection présidentielle, je parle du week-end passé, qu'un débat pour une présidence de l'UMP, non? C'est toute la confusion, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy mène 2 campagnes en même temps à 2 ans d'écart, c'est-à-dire celle-là pour la présidence de l'UMP, mais finalement il parle très peu de l'UMP quand on suit ses meetings, il parle de ses grands projets, il est assez flou sur ce qui est de l'UMP, et puis à côté de ça, là, on a, justement à Sens commun hier, il est confronté à ses militants. C'est-à-dire qu'il y a ce grand écart entre parler à tous les Français dans la perspective de 2017 et puis parler aux électeurs de l'UMP, ce qui explique justement son évolution. Et puis, lui a considéré qu'il était tombé dans un traquenard hier. C'est-à-dire qu'il n'était peut-être pas tellement préparé. Il était dans une salle... Vous voulez dire a posteriori? Traquenard, c'est-à-dire qu'on l'obligeait à le pousser dans ses retranchements alors qu'il avait prévu de faire des choses relativement floues, ce qui explique ce que Christophe disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il commence vaguement sur la loi Taubira et puis il y a des gens qui se mettent à crier, ils se disent mon Dieu les militants, mais les militants en veulent plus et puis ils se disent bon on va y aller et finalement ça donne une impression un peu d'impréparation et ça donne pas une impression, et c'est d'ailleurs là-dessus que Bruno Le Maire a surfé hier, qui est de dire en gros c'est un leader qui subit les lobbies et qui plie, qui fait un peu de démagogie et que quand les militants lui demandent quelque chose, il leur dit bon si ça vous fait plaisir, on va l'abroger. Ça coûte pas cher, dit-il en plus. Oui, enfin, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, c'est ça, enfin, bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, justement, pendant ce discours? Il s'est passé... C'est rare de voir Nicolas Sarkozy au milieu d'un... Nicolas Sarkozy, il s'ennuie, il déteste... il déteste ce qui lui arrive en ce moment. Mais qu'allait-il faire dans cette galère? Moi, je vais vous dire, franchement, c'est la première question que je me suis posée. Sur Nicolas Sarkozy lui-même, je pense que lui pensait qu'avec sa légitimité d'ancien président de la République, il n'avait pas besoin de se soumettre à tout ça. Simplement, le temps va vite et le temps change. Et aujourd'hui, il est obligé de se soumettre. Et c'est les électeurs, en plus, qui lui imposent cet exercice qui est... compliqué pour lui parce que... Vous voulez dire qu'il n'a pas compris qu'il était en campagne? Non, il n'a pas compris. Mais non, il n'a pas compris ce qui... Non, mais que ça le barbe, ça je le comprends. Mais... Il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Et il y a une chose qui a changé en politique aussi. Moi, ça me frappe. Cet exercice auquel se sont livrés Mariton, Le Maire, Sarkozy, comme s'ils y étaient obligés. Ça ne vous fait pas penser à un épisode de 2007 avec Nicolas Hulot, quand il avait convoqué tous les candidats à la présidentielle, en leur disant... Celui qui signe pas, c'est le mauvais élève. Et bien là, c'est la même chose. Je trouve que les hommes politiques sont les otages, finalement, d'une société
qui leur dit « Vous devez vous engager sur ça, ou sinon vous n'êtes pas celui qu'on veut. » Et ça, c'est assez incroyable. Sens commun, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Sens commun, c'est un réceptacle créé sous Jean-François Copé pour essayer de récupérer les gens de la manif. Alors, attendez, on peut s'arrêter là-dessus parce que l'écologie, on peut non, considérer que l'écologie, c'est pareil. Il y a quelque chose. Excusez-moi, Yves Tréhard. Juste, on fait un petit point d'analyse là-dessus parce que je pense que beaucoup de personnes se posent la question. Qui a créé Sens commun? C'est un chef d'entreprise et une enseignante sous la houlette de Jean-François Copé. Oui, qui est issu évidemment de la manif pour tous. Ce sont des gens qui sont à fond contre le mariage pour tous et qui entendent entretenir la flamme sous un angle. Est-ce qu'on peut répondre à la question, excusez-moi, Nathalie Saint-Cric, c'est la manif pour tous qui crée Sens commun ou c'est l'UMP qui crée Sens commun et qui du coup fait de l'entrisme de la manif pour tous, ou la troisième solution que vous avez suggérée? J'ai cru comprendre que c'est l'UMP qui faisait un sas pour pouvoir se permettre de récupérer des gens qui étaient relativement, qui trouvaient les partis suspects, mais qui étaient mobilisés, et c'était une espèce de sas de trucs de transition pour pouvoir les accueillir après et les récupérer vers l'UMP. Donc on est bien d'accord. C'est comme un club, on va dire, créé à l'intérieur de l'UMP. C'est d'autant plus que la seule chose dont on soit sûr, c'est que quand on prend sa carte à Sens commun, on est automatiquement adhérent de l'UMP. Et enfin, je veux dire, c'est clair pour tout le monde. C'est là où je vous dis que je ne comprends pas que le président Sarkozy se retrouve en effet piégé dans une situation de devoir subir une salle. Pardon, il se piège lui-même aussi, parce que le problème de Nicolas Sarkozy, et c'est la suite de ce que je disais tout à l'heure, c'est que Nicolas Sarkozy ne s'est pas préparé à cet entretien. Est-ce que vous avez regardé de près les trois candidats? Hervé Mariton, pour lui, c'était une formalité parce qu'il savait qu'il était chez lui. C'est son fan club, en partie. Bruno Le Maire, qui se savait en terrain hostile. Oui, mais non, mais il a très bien préparé. Absolument. De telle sorte qu'il a même réussi, non pas à renverser la salle, mais à ce que le moment soit moins pénible pour lui qu'on aurait pu l'imaginer. Il s'est pas mis derrière le pupitre. Il a essayé de montrer qu'il avait ses convictions et qu'il n'entendait pas les changer, qu'on n'allait pas les lui faire changer. Et il a plus ou moins réussi son truc quand même. Et celui qui est arrivé là en se disant « Moi, je suis l'ancien président de la République, vous n'allez pas me la montrer », il s'en va avec cette phrase qui est un mélange de cynisme, de légèreté, si ça vous fait plaisir et ça coûte pas cher, qui va rester, effectivement, je suis d'accord avec Christophe, ça va rester, parce que c'est vraiment ce qu'il fallait pas faire. Alors, un petit veille, et puis il faut que je passe mon sujet, où on va revoir tout ça d'ailleurs. Ça coûte pas cher est terrible, parce que ça trahit le manque de l'absence totale de conviction. Le mérite des jeunes gens bruyants du Sens commun, c'est qu'ils ont obligé Nicolas Sarkozy à sortir du bois. Sur ce sujet qui nous occupe, du mariage gay, il avait cultivé jusqu'à présent l'ambiguïté. Je suis pour, ni contre, bien au contraire, etc. On n'avait jamais réussi à lui faire dire exactement qu'est-ce qu'il comptait faire. Enfin, si, on avait compris qu'il n'était pas à l'aise avec cette question. Il n'était pas à l'aise, voilà. Et là, il a été finalement obligé de prononcer le mot qu'il ne voulait pas prononcer, le mot d'abroger la loi Taubira. Alors, on verra plus tard ce que ça implique et naturellement ce qu'il ne fera probablement pas, parce qu'abroger la loi Taubira, pour toutes les raisons qu'on expliquera, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air. En tout cas, il a été obligé de se démasquer et de sortir du clair-obscur face à deux candidats qui, en effet, avaient le mérite de la clarté. Mariton, comme on sait, était dans toutes les manifs devant l'Assemblée nationale contre le mariage pour tous, donc il était totalement... il jouait à domicile, et Bruno Le Maire s'est fait huer et il a gagné en crédibilité en même temps. Il est apparu comme un homme de conviction qui assume, même contre une salle hostile, ses convictions profondes. Et finalement, le perdant, c'est celui qui pensait ramasser la mise. Alors, on résume un certain nombre d'éléments. 1. On ne peut pas prendre de carte au mouvement Sens commun sans se retrouver de fait encarté à l'UMP. Et c'est donc devant ces militants, entre autres de la Manif pour tous, que s'exprimait Nicolas Sarkozy samedi. Bruno Le Maire, lui, avait été hué. Hervé Mariton acclamé, et l'ancien président de la République sommé finalement de préciser sa pensée sur le mariage gay. Nicolas Sarkozy semble finalement concéder l'idée de l'abrogation alors que la salle fait pression et même les militants, eux, semblent surpris. Magali Lacrose, Pierre-Jean Perrin. Au box-office de l'UMP ce samedi, une affiche inédite. 3 candidats à la tête du parti viennent parler du mariage gay aux militants de la droite chrétienne. Alors forcément, ils sont attendus au tournant. Qu'est-ce que vous attendez notamment des 3 candidats qui vont faire leur discours? Qu'ils prennent position clairement, qu'ils ne soient pas faux fuyants comme ils sont les uns et les autres. C'est pas assez clair? Non. De savoir pour qui je vais voter aux primaires de l'UMP, tout simplement. Car l'élection arrive à grands pas. Et le premier à passer l'oral
aura beau serrer les mains, il n'a pas la salle avec lui et pour cause. Vous êtes abstenu lors du vote de la loi Taubira. Pourquoi cette non-prise de position sur une question qui impacte si profondément la société? Nous ne reviendrons pas, nous, la droite républicaine, sur le mariage homosexuel. Bruno Le Maire ne peut pas convaincre, alors il joue la carte de la constance. Parce que moi j'aime bien le débat. C'est important de pouvoir débattre avec les militants, qui sont des militants de droite, leurs idées, leurs convictions. Vous n'êtes pas très d'accord. Bien sûr, mais quand on est d'accord sur tout, c'est qu'il n'y a pas de politique, c'est qu'il n'y a pas de débat. Moi je tiens mes positions. Le prochain candidat a tout pour plaire à la salle, et il le sait. Vous êtes un peu le chouchou des militants là aujourd'hui. Je les aime et beaucoup même, tant mieux. C'est important l'amour dans la vie. C'est l'égérie de la Manif pour tous, Hervé Mariton. Et ce jour-là, c'est son heure de gloire. Merci beaucoup. Faut abroger la loi Taubira. Ce qu'une loi fait, une loi peut le défaire. C'est la définition même. C'est la définition même de la démocratie. Le triomphe est facile, les militants sont comblés. Mais quand l'ancien président fait son entrée, ils n'ont qu'une idée en tête. Jusque-là, Nicolas Sarkozy faisait planer le doute sur la loi Taubira, mais cette fois, la salle l'oblige à prendre position. Alors il lâche le mot tant attendu. Si vous préférez qu'on dise qu'on doit l'abroger pour en faire une autre, en français ça veut dire la même chose. Ça vous dit, on ne résout pas. Si ça vous fait plaisir, franchement, ça ne coûte pas très cher. Ça coûte pas grand-chose et ça plaît à son public. La gauche pense que la différence est une injustice. Donc pour eux, être homosexuel, c'est une injustice. Donc on les fait passer dans une institution profondément hétérosexuelle, qui est l'institution du mariage. C'est justement parce qu'ils ne croient pas à la différence, qu'ils ne respectent pas la différence. Moi, je crois à la différence. Je veux un mariage pour les homosexuels, un mariage pour les hétérosexuels, qui tiennent compte justement de la différence, parce que c'est pas la même chose. En leur disant ce qu'ils voulaient entendre, Nicolas Sarkozy a surpris ses militants issus de la Manif pour tous. Et pourtant, c'était pas gagné. Au niveau de la famille, c'est quelque chose. Les valeurs familiales sont des choses vraiment très, très importantes. Et c'est Nicolas Sarkozy qui vous a convaincu? Sarkozy qui m'a convaincu. Je reconnais avoir été surprise, ça c'est vrai. Je pensais pas qu'il ferait ce qu'il irait jusque-là, voilà. Je savais qu'il voulait revenir sur cette point, mais je savais pas si. Je me demandais s'il allait penser le mot révolution. Là, il l'a plus ou moins laissé entendre. Donc c'est vrai que je reconnais que ça m'a un peu surpris. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est que nos idées, qui je pense sont bonnes, et nos convictions, et qui vont se traduire par des propositions. Il n'y a pas que la loi Taubira. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos idées influent le plus possible sur l'ADN de l'UMP ou d'un autre parti, si c'est ce qui se passe. Nicolas Sarkozy soigne sa droite devant ce nouveau courant très conservateur qui deviendrait incontournable, en tout cas 2 semaines avant l'élection interne à l'UMP. Je suis désolé, on peut le retrouver dans tous les sens. J'ai l'impression que le président Sarkozy s'est fait piéger. On ne se fait pas piéger quand on a été président pendant 5 ans, qu'on a la carrière qu'il a, qu'on a 35 ans de politique derrière soi. Non, il fallait réfléchir avant d'être candidat à ce qu'il allait répondre sur l'immanquable, l'inévitable question autour du mariage pour tous. Et ça a commencé dès le mois de septembre. C'est pas hier qu'on a découvert ce thème. Sans doute s'est-il lui-même piégé ou lui-même emballé par rapport. Il n'est pas préparé à son arrivée, à des militants qui hurlent abrogation, abrogation. Parce que physiquement, c'est dur. Moi, Bruno Le Maire, il résiste, mais il a la main qui tremble. Et enfin, voilà, Le problème de Nicolas Sarkozy, c'est que sur ce sujet, il n'est absolument pas convaincu et il n'arrête pas d'osciller. Il faut reprendre l'histoire. On laisse même entendre qu'il est convaincu du contraire. Mais je pense qu'il est convaincu du contraire. Et je vais vous dire pourquoi. Ah. Effectivement, dans Libre. Dans Libre, 2001. 2001. Et en 2001, il dit une chose, il dit, à l'occasion des débats parlementaires sur le Pacs, je résume, la droite française s'est montrée plutôt ringarde dans son débat. À l'avenir, il ne faudra pas reproduire ce spectacle que l'on a montré. Nicolas Sarkozy qui dit ça au tournant des années 2000, après le Pacs, qu'il considère comme un mauvais épisode pour la droite. L'élection. Donc il vient de renier ses convictions, là ? D'une certaine façon, oui, parce qu'il épouse ce que veut son public, là, qui n'est pas la droite, qui est
une minorité de la droite. Oui. Deuxième épisode, 2007, campagne présidentielle qu'il survole d'une certaine façon, dans laquelle il accorde un entretien à un magazine qui s'appelle Têtu, dans lequel il dit qu'il est pour une union, donc quelque chose d'un peu plus poussé que le Pax pour les homosexuels. Il arrive aux affaires et finalement il ne traite pas le sujet parce que y a la crise, il y a plein de choses, enfin peu importe. Le mariage homosexuel arrive avec la gauche et là, il est un peu dépassé par ce qui se passe. Et comme d'ailleurs, il faut le dire, l'ensemble du personnel politique de droite... Et même nous, les journalistes, on a été très surpris de voir ce qui se passait. Qu'il se passerait ce qui s'est passé dans les rues, qu'on veuille ou non, ça a été quand même des manifestations très importantes, comme on a rarement vu. Et là, si vous voulez, il y en a qui avaient des positions très précises, le maire depuis le début, avant même d'ailleurs qu'il soit dans l'opposition, enfin il y en a... Mariton, très bien. Et lui, il n'a jamais été à l'aise avec ça. Il n'a jamais été à l'aise parce qu'il s'est dit, je veux incarner une droite d'avenir et avec ce sujet-là, je vais peut-être montrer un visage un peu ringard, un peu très conservateur. Et voilà, sauf qu'aujourd'hui, il sent que l'heure est arrivée et qu'il ne peut plus tergiverser et qu'en plus, il ne peut pas traiter ce sujet par référendum, contrairement à ce qu'il dit. Parce qu'il y a une chose chez Sarkozy qui est assez étonnante dans son nouveau discours, c'est qu'il veut tout traiter par référendum. Enfin, beaucoup de choses par référendum. Vous ne pouvez pas traiter un problème de société, sauf si vous avez une interprétation extrêmement extensive de la Constitution, par un référendum. C'est pas possible. Alors, il s'est fait piéger ou pas? Ou comme le suggérait Yves Tréhard tout à l'heure, il n'a pas assez travaillé. Il est habitué à des salles... Enfin, les salles de ces meetings sont des salles où tout le monde, quand il arrive, les gens crient « Nicolas, on t'aime oui. ». Donc, je pense qu'il a sous-estimé la nature de cette salle. C'est pas une salle, c'est une salle qui était diverse. Avec c'est Johnny Hallyday qui va à un concert de Dick Rivers. Ça peut être ça, je ne suis pas assez bonne en rock pour vous dire. Donc, ça. Deuxièmement, je suis ce que disait Yves tout à l'heure, je ne crois pas que ce soit un sujet en plus qui le passionne, parce qu'il a bien compris qu'il fallait que la droite ne soit pas ringarde. Mais d'ailleurs, à un moment, dans son discours hier, il dit « Bon, on avait parlé du contrat d'union civile, mais moi, à cette époque-là, j'étais en train de sauver les banques, de sauver la crise financière. » Donc il dit, bon, ok, c'est un sujet. Mais autre chose de plus sérieux. Et après, quand il se lance dans des explications, des analyses sur les hétéros, les homos, les premiers mariages, un deuxième mariage et tout, on sent que c'est que finalement, il n'a probablement pas assez travaillé, pas assez préparé, et ça donne des choses un peu douteuses. C'est-à-dire que l'histoire de ces deux mariages, c'est pas la chose sur laquelle tout le monde a répondu au début, mais c'est quand même particulier de proposer un mariage, si j'ose dire, gold, et puis une espèce de sous-mariage pour les homosexuels. Et là, je pense que quand on le voit parler, on a l'impression qu'il se dit, oh là là, je suis en train de m'enferrer, je suis sur un terrain miné. Voilà, c'est manque de préparation, et finalement un sujet. Il s'est dit que ça allait être une formalité, et puis il est tombé sur un os. Il comptait en fait s'en tirer à bon compte avec cette formule passe-partout qui consistait à dire « nous réécrirons la loi de fond en comble ». Ce qui veut tout dire et rien dire, parce que si on la réécrit, qu'est-ce qu'on met à la place? Vous ne pouvez pas éviter la difficulté, quels que soient les arguties, vous ne pouvez pas éviter la difficulté, qui est qu'est-ce qu'on fait de l'article 1 de la loi dite Taubira, c'est-à-dire l'article 143 du Code civil, qui dit « le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe ». Est-ce que oui ou non, on autorise le mariage entre gens de même sexe? Alors du coup, il retombe sur ses pattes avec une acrobatie un peu étrange en disant « on va faire deux mariages. Il y aura le mariage pour les hétéros et le mariage pour les homos. Bon. Le mariage pour les homos, on ne voit pas bien ce que c'est, sinon une espèce de Pax améliorée, dont la constitutionnalité est extrêmement douteuse et qui, politiquement, est totalement ingérable. Parce que lorsque vous allez arriver au pouvoir en 2017 et dire, voilà, il n'y aura plus de mariage pour les homosexuels, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, des homosexuels qui se sont mariés en 2013 et 2017? On les démarie? Non, alors donc on crée deux catégories. C'est juridiquement intenable et sociologiquement inacceptable. Est-ce qu'on peut imaginer, ce qui est moi mon intuition quand je l'écoute et quand je vois comment se sont passées les choses, que dans 2-3 mois, ils nous disent j'ai pas été clair là-dessus, en fait je voulais parler de l'adoption ou de la GPA ou de la procréation médicalement assistée, bref, qu'il en revienne à ce que l'on a pensé longtemps être ces options. Enfin, est-ce qu'il peut encore faire un pas de côté? Alors, pas de réponse. À Vélizy, il avait dit, enfin un discours, je ne les ai pas tous appris par cœur, mais il avait dit qu'il allait y avoir une consultation et qu'après le passage de la présidence de l'UMP, il faut dire que le mariage homo n'est pas vital pour la présidence de l'UMP, qu'après il y aurait une consultation, il travaillerait, il réfléchirait. Elle est visiblement dans l'esprit de Nicolas Sarkozy, puisqu'il veut piquer les voix de Mariton. Tout le monde mélange tout. Bah oui, parce qu'il a envie de faire plus de 70, il a envie de faire mon score. Mais parce qu'autour du débat, on a entretenu tellement de confusion d'à peu près de n'importe quoi, y compris dans les discours récents qu'on a entendus. Par exemple, il faut réécrire la loi parce qu'elle autoriserait, prétendument, la PMA et la GPA. C'est faux.
C'est faux. Non, je suis pas d'accord avec ça. C'est faux. La GPA est interdite, point, c'est comme ça. Elle est interdite pour tous les couples, homosexuels, hétérosexuels ou non. C'est interdit en France. Quant à la PMA, les choses sont tout aussi simples, si je peux dire. La loi Taubira n'y a rien changé. La PMA n'est pas permis ni aux femmes seules, ni à un couple de femmes, ben ça c'est normal. Ah oui, mais ça c'est une jurisprudence européenne. Ni par un couple de femmes, parce que ça ne relève pas du Code civil, mais du Code de santé publique, qui prévoit explicitement que la PMA n'est autorisée que pour les couples formés d'un homme, attendez, et d'une femme, et pour raison médicale, notamment le traitement de la stérilité. À partir de là, pour interdire la PMA et la GPA, ce n'est pas la peine de changer la loi. C'est le contraire. Si on voulait autoriser la GPA et la PMA, il faudrait modifier la loi. Si on reste dans l'état actuel de la loi Taubira, la PMA et la GPA sont impossibles. Je vais y revenir. Ma question, c'était Sarko, peut-il faire encore un pas de côté? En un mot, dans 2-3 mois, non. Ça ne me semble pas raisonnable. Mais dans 2 ans... Dans 6 mois. Mais moi, je voulais que je vous dise, il le fera. Mais quand il y aura la primaire UMP, où là, il lui faudra se recentrer. Et puis, s'il est le vainqueur de la primaire UMP, quand il y aura la présidentielle, à un moment donné, il faudra qu'en effet, il se recentre et qu'il rouvre le débat. Pas forcément en disant je me suis trompé, je suis allé trop vite, mais en disant en 2 ans la société a bougé, nous avons plus d'expérience, il faut penser d'autres choses. Il y a des difficultés en effet à créer plusieurs statuts, donc il rouvrira ce dossier. Et puis surtout, il y a quelque chose qui va tout balayer. Aux Français, il va devoir dire autre chose. Il va dire aux Français, attendez, le pays est dans un état que je ne soupçonnais pas, l'économie, le social vont tellement nous occuper pendant 5 ans que ce dossier-là n'est plus un dossier majeur. On ne va pas diviser la société une deuxième fois pour ça. Voilà. Je ne veux pas faire division. Ça ne sera pas renier ce qu'il a dit et apparemment pensé, encore qu'on peut en douter vu son passé, notamment son livre de 2001, mais il reniera tactiquement. Il dira, voilà, il faudrait le faire, mais on n'a pas le temps, on a d'autres choses à faire pour redresser le pays. C'est évidemment ce qu'il va dire, mais je crois que je voudrais préciser ce qu'a dit Claude. Je crois qu'on ne peut pas être dans un entre-deux, on est pour ou on est contre. Si on est pour, il faut aménager la loi Taubira pour éclaircir un point sur lequel il y a eu un arrêt de la Cour de cassation. Quand vous voulez avoir un enfant et que vous êtes un couple féminin, eh bien, vous allez évidemment à l'étranger et cet enfant, il faut qu'il ait un état civil. Voilà. Si vous voulez, et là la Cour de cassation est très claire là-dessus, faire une distinction, vous êtes obligé de retirer le mot mariage à un couple homosexuel pour la bonne et unique raison, c'est que le mariage, au terme du Code civil, vous ouvre la porte à des droits qui doivent être les mêmes pour tous, quel que soit votre sexe et quelle que soit la façon dont vous avez fait votre enfant. Le mariage n'a aucun effet sur la PMA. La PMA est autorisée aux couples non mariés. C'est évidemment la porte ouverte à la PMA et on verra, mais à la GPA, puisqu'elle se pratique déjà et que la Cour européenne de justice a donné un état civil à un enfant. Le Code de santé publique qui réglemente la PMA ne distingue pas entre les couples mariés ou non mariés. On va revenir sur toutes ces questions avec le prochain reportage, je vous le promets. Puisqu'on va faire une sorte de bilan à droite de la loi Taubira. Mais je reste sur la politique pour l'instant. J'avais une question SMS qui était la suivante. La promesse de Sarkozy d'abrogation du mariage pour tous a-t-elle été improvisée pendant son intervention? Vous nous dites oui. Oui. La deuxième partie, oui. Il est là pour dire qu'il faudra réécrire la loi et il cède le mot abrogation à une foule qui le réclame, vous savez. Le président Sarkozy, il perd son sang-froid, là, comme ça. Non, je pense pas. Face à 300... Je pense qu'il cède à un succès facile, à un succès de tribune facile. La vérité, dans la coulisse, il y a quelqu'un qui lui a tout préparé, qui s'appelle Daniel Fesquel, qui est un député. Mais on voit les images. Il est excédé. Oui. Vous voulez que je vous dise mon avis? Il est excédé, il ne sait plus quoi faire, il en a marre de les entendre gueuler. Abrogation, abrogation. Après, les autres en rajoutent en disant il l'a dit, il l'a dit. C'est pour ça que je vous parle d'un piège. D'ailleurs, depuis le début, je me disais, mais c'est pas grave, ça a été organisé par Mariton, ce truc. Il ne pensait pas être mis au pied du mur. C'est-à-dire que ce qu'il a dit, c'est exactement la note que lui a préparée Daniel Fesquel, qui est un député UMP, qui a travaillé sur ce sujet. Mais il ne voulait pas le lâcher là, parce qu'il voulait rester maître du jeu. C'est la première fois que Nicolas Sarkozy, dans son propre camp, ce qui est quand même exceptionnel, n'est pas le maître du jeu. C'est-à-dire que c'est lui qui se fait piéger. Il ne voulait pas le lâcher. Ça renvoie, Yves avait tout à fait raison, ça renvoie à, ce qui se passe politiquement, à la séquence qui se passe depuis 6 mois, cette chevauchée triomphale qui était supposée le ramener vers les sommets, se transforme en course d'obstacles où il y a des mines à tous les pas. Mariton s'est affirmé, à la faveur de cette campagne, il s'est affirmé comme le leader d'une droite traditionnaliste, et la montée de Le Maire l'inquiète. On voit bien qu'aujourd'hui, dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, il y a une inquiétude sur cette élection qui devait être un plébiscite à plus de 80%. Aujourd'hui, ils seraient bien contents. Non, quand on en parle avec eux, vous savez bien qu'aujourd'hui, ils seraient très heureux s'ils avaient 70. Il y a 6 mois, ça aurait paru...
Néanmoins, je ne suis pas sûr que ça soit pour cette élection que ça soit mauvais pour Sarkozy. Je pense que dans le cœur de militant UMP, il a grignoté sur Mariton. Le maire a quand même été chahuté. Il a peut-être fait une bonne affaire pour le 29 novembre. C'est plutôt après qu'à mon avis, il aura des difficultés. On ne peut pas rendre compte de ce qu'est la droite française, et sans doute actuellement le premier parti de France, en l'occurrence l'UMP, à partir de Sens commun, même si Sens commun, on a une composante quand même, non? On a quand même rarement vu Nicolas Sarkozy, dans les heures qui suivent une prise de parole publique, être désavoué par Estrosi, Nadine Morano, Pécresse, Nathalie Kosciusko-Morizet, etc. Mais qui va voter le 29 novembre? Est-ce que ça sera pas un cœur de militants très désordre. Et puis tout le monde a entendu ça mange pas de pain, non, ça coûte pas cher, qui donne l'impression je vais leur jeter du pain comme au canard si ça leur fait plaisir, mais je m'en fiche. Non mais dites donc. Alors Nathalie Sacré. Et puis il y a Bruno Le Maire quand même, parce que Bruno Le Maire, bien que s'étant exprimé avant Nicolas Sarkozy, vu que Nicolas Sarkozy avait exigé de parler en dernier, il montre bien aussi qu'il savait qu'il n'était pas forcément en terrain ami et qu'il voulait pouvoir tout ramasser. Le maire a fait quand même quelque chose qui était de dire moi je dis pas ce que veut à la salle, c'est-à-dire que je pense donc marqueur vous parliez de marqueur au début de l'émission, marqueur peut-être d'homme d'État, petit marqueur, mais marqueur qui au bout d'un moment peut créer des choses, pas forcément influer directement sur le fameux vote du 29, mais à terme donner à quelqu'un d'un peu fébrile, Nicolas Sarkozy, donc conforter parfois une idée qu'on avait de lui, c'est-à-dire de quelqu'un qui peut s'énerver facilement et qui n'a pas forcément un cap toujours très fixe, et puis un petit plus pour Bruno Le Maire qui n'arrête pas de se développer, si j'ose dire, en ce moment. On remonte le fil de tout cela. Il était sans doute temps que Nicolas Sarkozy se prononce clairement sur le mariage homosexuel. 60% des militants UMP sont pour l'abrogation dans de récents sondages, alors que 67% des Français ont finalement avalisé le mariage pour tous. On ne peut donc pas présider l'UMP sans dire les choses. C'est en tout cas la première remarque que l'on pourrait faire. Alain Juppé avait lui affirmé auparavant dans le journal Les Inrecuptibles qu'on ne démarierait pas les couples homosexuels. Et même NKM, pourtant numéro 2 de Nicolas Sarkozy, vous y faisiez allusion, explique que l'abrogation est impossible. En gros, on ne retire pas des droits qui ont été donnés. Yacine Mili, Laurence Aïda Diop, Yvan Vastio. Pour 329, contre 229, l'Assemblée nationale a adopté. C'était le 12 février 2013. La loi Taubira est adoptée. Le mariage pour les couples de personnes du même sexe est désormais autorisé. Merci à tous pour ces jours et ces nuits passées ensemble, pour ces sourires, pour ces rires, pour ces confrontations aussi, conviction contre conviction. Car en effet, si la loi est passée, cela s'est fait dans la douleur et la colère de la rue. Merci à vous, faites du bruit! Des milliers de familles partout en France réunies pour demander le retrait du texte, y compris après son adoption. Je pense que cette espèce de on ne lâchera rien, c'est parce qu'on a été humilié. Et sachez qu'un peuple humilié, et a fortiori le peuple français, quand il est humilié, il est en colère. Le mariage pour tous, un sujet qui divise, mais dont l'acceptation progresse. Selon un sondage IFOP, 57% des Français se disent contre l'abrogation de la loi. Chez les sympathisants UMP, en revanche, 60% seraient favorables à l'abrogation. Alors ce week-end, quand Nicolas Sarkozy monte à la tribune, l'idée séduit les militants. En revanche, beaucoup plus de réserves chez les cadres du parti. Les plus proches soutiens de Nicolas Sarkozy lui tournent aujourd'hui le dos. Qu'on veuille compléter pour préciser les choses sur la PMA, la GPA, pourquoi pas, mais je ne suis pas favorable à ce qu'on touche à la loi Taubira, à ce qu'on l'abroge, je n'y suis pas favorable. Le candidat à la primaire UMP, Alain Juppé, affiche lui aussi ses convictions et enfonce le clou. Je crois que dans l'évolution de nos sociétés, c'est pas propre à la France d'ailleurs, nous avons franchi une étape. Et l'idée que deux personnes du même sexe peuvent s'aimer et donc demander à bénéficier d'un statut officiel, appelons-le mariage, j'aurais préféré au départ qu'on trouve un autre nom, mais enfin c'est fait. Cette aspiration-là, aujourd'hui, elle fait partie, je pense, des acquis et on ne reviendra pas dessus. C'est la raison pour laquelle je pense qu'abroger la loi Taubira n'est pas une bonne idée. En proposant de revenir sur la loi Taubira, Nicolas Sarkozy précise sa pensée et joue surtout sa carte stratégique. Il choisit une ligne et en même temps il montre qu'il en a une, parce que ces deux compétiteurs
M. Mariton et M. Le Maire, eux, avaient des positions très très claires sur le mariage pour tous. Il n'y en avait qu'un qui était flou, c'était Nicolas Sarkozy. Donc il fallait absolument donner des gages. Et peut-être que, effectivement, l'ambiance de la salle l'a poussé à prononcer le mot qu'il n'aurait pas souhaité prononcer, le terme d'abrogation. Hein, mais il avait quand même acté préalablement l'idée qu'il fallait bouger et sortir un petit peu de l'ambiguïté qui avait été la sienne sur ce sujet en début de sa campagne. Mais sur le fond, peut-on réellement abroger la loi sur le mariage homosexuel? En théorie, oui, mais il faudrait alors le consentement du Conseil constitutionnel. Et pour la plupart des spécialistes, il est quasiment impossible que celui-ci revienne sur une avancée sociétale. Le fait d'abroger la loi entraîne une discrimination entre les couples homosexuels qui auront pu se marier et ceux qui ne le pourront plus. Donc, première censure du Conseil constitutionnel. En outre, le Conseil constitutionnel garantit les libertés fondamentales et donc il considère qu'on ne peut pas revenir sur une liberté fondamentale qui a été octroyée, comme là en l'occurrence le mariage. L'an dernier, 7000 couples homosexuels se sont dit oui. D'ici à 2017, il devrait être plusieurs dizaines de milliers. Alors, c'est très intéressant parce que vraiment, on est sur un thème de société, la droite se déchire, ça concerne tout le monde, ça intéresse beaucoup de gens. Moi, à chaque fois que je revois quand même les images de la manif pour tous, je suis quand même toujours surpris de cette extraordinaire mobilisation qui a eu lieu dans le pays et qu'on n'a pas vu venir, pour dire les choses très simplement. Et j'ajoute ma question SMS, et après on se dépatouille. Ne joue-t-on pas sur les mots entre réécriture de la loi et abrogation? Alors, on ne joue pas sur les mots, parce que abrogation, ça veut dire que ce texte est nul et non avenu, et que ceux qui ont été mariés dans cette période restent des cas à part. Réécriture, ça veut dire compléter. Compléter parce qu'on a des différends, comme on en a eu l'illustration ici, sur l'impact en termes de droit à l'enfant. PMA, GPA, adoption, etc. C'est pas pareil. C'est pas pareil de compléter une loi parce que d'autres pratiques arrivent et qu'il faut bien accompagner la société en la régulant, et puis de dire on recule de 4 ans et le droit des homosexuels est en 2017 ou 2018 ce qu'il était en 2012 mais pas en 2013. Vous savez que c'est une idée quand même, moi je voyais des SMS qui passaient, qui heurtent un certain nombre de Français. C'est à quoi, d'une certaine façon, à quoi ça sert de voter, que ce soit pour la présidence de l'UMP ou pour la présidence de la République, si on ne peut pas abroger une loi, voilà. Et comme il se trouve par ailleurs qu'il a été très question d'abroger les 35 heures qui n'ont jamais été la dernière fois que la droite était au pouvoir, je comprends qu'il y ait des doutes. C'est pas pareil, c'est pas pareil les 35 heures. C'est ce que je veux que vous décriviez. C'est pas pareil les 35 heures d'une loi fiscale et une loi qui crée des familles ou qui les défait. C'est quand même un autre enjeu. Par ailleurs, c'est important pour la droite d'avoir ce débat-là parce que la foule qu'on a vue dans les rues, elle n'a pas eu de traduction politique. Il n'y a pas un parti de la Manif pour tous qui s'est créé. Il n'y a pas eu aux européennes une grande liste boutin qui a rassemblé des millions de voix. Donc la traduction électorale de ce mouvement de société qui s'est appelé la Manif pour tous est encore à construire. Et l'UMP se dit que, évidemment, si l'UMP n'en est pas le creuset, le réceptacle naturel, d'autres vont essayer de capter ces voix, et notamment Marine Le Pen. Donc d'où l'urgence pour la droite d'essayer d'avoir un discours clair. Pour l'instant, c'est raté. Israël, je vous donne la parole. Les millions, parce qu'il y a eu parfois, une ou deux manifestations ont probablement réuni beaucoup de gens. Enfin, disons des centaines de milliers de Français. Pour la plupart d'entre eux, il ne faut pas quand même se méprendre. Je pense que le mariage pour tous, c'est une affaire qui est... Bon, si on ne revient pas en arrière, je ne pense pas que ça soit vraiment catastrophique. En revanche, et c'est là où le débat va reprendre, et c'est là où on est dans une histoire importante et capitale, à mon avis, pour l'avenir de notre société, c'est, je le dis, sur la filiation. C'est absolument capital. Quelle société voulons-nous? Et il y a des Français qui sont attachés à certaines valeurs, à certains principes. Cette filiation, vous ne pouvez pas jouer avec. Jusqu'à présent, on est dans des filiations naturelles, avec une exception, pour des raisons médicales, qui est la procréation médicalement assistée pour les couples hétérosexuels. Aujourd'hui, le fait que le mariage soit donné à tous ouvre, encore une fois, les mêmes droits à tout le monde. Mais si... Non. Mais Claude, vous faites une erreur Non, je ne fais pas une erreur, je lis le droit. Oui, mais simplement que moi, je vous donne l'arrêt de la Cour de cassation du mois de septembre qui met la France en délicatesse, ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et ça va tellement loin qu'une partie des députés de droite se disent que la France doit quitter le Conseil de l'Europe et quitter la Cour européenne des droits de l'homme, justement pour... Sur quelle question? Sur la question de la GPA, notamment. Pas de la PMA, de la GPA. La PMA, ça a été tranché par la Cour de cassation. Gestation pour autrui. Alors, je fais vite. La PMA,
donc il y a des couples qui vont à l'étranger. Voilà. Oui. C'est ça qu'il faut expliquer pour que les gens comprennent. Voilà, qui reviennent avec un enfant qui est conçu à l'étranger. Avec la PMA aussi. La PMA aussi, les deux. Et la Cour de cassation a reconnu la filiation, donc un statut d'état civil, des enfants nés par PMA. En gros, on dit on ne peut pas ignorer ces enfants, quel que soit le regard moral X ou Y qu'on jette sur les conditions de leur gestation. C'est une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit, ça s'est produit, il y a eu un couple récemment. Dans un cas hétéro d'ailleurs. Hétéro, oui. Oui. Absolument. Qui est allé à l'étranger, oui, parce que c'est interdit aux hétéros, effectivement, et qui est revenu avec un enfant et qui a dit, c'est tout à fait, il a une reconnaissance, la France doit le reconnaître, il a un état civil. Donc, c'est là que le nœud va à mon avis, la question va se poser, parce qu'il va y avoir de plus en plus de demandes, il va y avoir de plus en plus de cas, il y a un problème de sécurité à la fois juridique et à la fois... Il y a des questions morales qui se posent, puisque c'est vrai que les mères porteuses, c'est une question qui se pose. Et que la financiarisation d'une filiation désirée, même quand elle est désirée, c'est une question que les Français se posent. Et ils ont le droit de se la poser, et c'est normal qu'ils se la posent. Et je trouve que Nicolas Sarkozy, pour revenir à lui, je boucle la boucle... Donc il a raté une occasion. D'être clair sur cette question. Il avait tous les éléments, évidemment, pour y répondre. Et il a été... Je trouve très confus. Même sur la PMA, il ne pouvait pas répondre. Ce qui est vrai, c'est que même sur la PMA, les socialistes ont mis l'affaire de côté parce qu'ils étaient eux-mêmes terriblement divisés. Oui, qui voulaient faire passer le mariage pour tous. Et puis qu'il y avait au sein même des socialistes des partisans convaincus de la PMA. Des sensibilités différentes. Elle est incomplète, la loi. La remarque qu'a fait Nathalie est très importante parce que la jurisprudence dont vous parlez de la Cour européenne des droits de l'homme portait justement sur un couple hétérosexuel. Je redis, et vous ne pouvez pas dire le contraire parce que c'est un fait, que la loi Taubira ne crée pas de droit nouveau en ce qui concerne la PMA et la GPA pour les couples homosexuels. En revanche, en ce qui compte dans le domaine de la filiation, la seule novation importante déjà pas à l'avenir, mais déjà dans le droit positif, c'est l'ouverture du droit à l'adoption pour les couples homosexuels. Et c'est là, je pense que Nicolas Sarkozy, je pense que c'est ça qu'il a en tête, puisque l'opinion est beaucoup moins favorable à l'adoption qu'elle n'est globalement favorable au mariage lui-même, et notamment l'électorat de droite est très hostile, sauf Juppé, à l'adoption. Alors, en effet, on pourrait imaginer, mais je pense que juridiquement, ça ne tiendrait pas la route devant le Conseil constitutionnel. C'est ça le double mariage dont parle Nicolas Sarkozy. Un mariage qui ouvrirait le droit à l'adoption, qui serait le mariage normal, je dirais pour tous, et un mariage qui n'ouvrirait pas le droit à l'adoption, qui serait une espèce de sous-mariage. Sinon, je ne vois pas quelle peut être la différence entre le premier mariage et le mariage bis. Non, attendez, je termine mon tour de table. Nathalie Sanquet. Il faut faire une précision parce que c'est un sujet quand même compliqué. Imaginons, je suis mariée avec une femme. Je prends le Thalys. Je vais me faire inséminer, voilà, c'est le terme. Je reviens enceinte, j'accouche. Ma compagne devient, du fait, puisqu'on est mariés, devient la mère ou la mère devient le géniteur, parent. Voilà. Donc, ce qui veut dire que certains considèrent que la loi est la porte ouverte. On a entendu beaucoup pendant toutes les manifs pour tous que... En fait, quand on regardait les banderoles, c'est pas tant le mariage. Vous voyez un papa et une maman. C'est une espèce de peur, panique qu'on fabrique des enfants qui n'est pas de référence avec un père et une mère. Donc la panique est plus sur la PMA et la GPA. Voilà. Mais pour être honnête, quand vous dites Nicolas Sarkozy aurait pu très bien répondre à ça, on peut effectivement dire la PMA hors de question, la GPA. Sauf que vous prenez le train, et je reviens toujours à mon train. Est-ce qu'il ne faut pas considérer ce sujet-là? C'est dès lors que vous pouvez vous faire avoir un enfant, si je veux dire, quand on est avec une femme, en faisant 1h30 de train et revenir après avec le bébé dans le ventre et dire on en fait quoi celui-là, il aura que. Il faut peut-être essayer de réfléchir pour calmer les esprits. Et c'est très marrant que ce soit devant Sens commun, parce que ça s'appelle Sens commun. Ça veut dire quoi Sens commun quand on a cherché le nom? Ça veut dire qu'il y a un gros bon sens. C'est-à-dire un enfant, c'est un père, une mère. Ce qu'on peut tous penser. Mais par-delà le bon sens, il y a la situation réelle, c'est-à-dire des couples qui sont homosexuels, qui vont peut-être avoir des enfants et voir comment nous, sans faire des choses très dangereuses ou dramatiques, réfléchir quelle est la réponse législative qu'on peut donner. Et c'est infiniment plus compliqué que de dire ce qu'il y avait dans les banderoles de la manif pour tous. Christophe Barbier. Pour l'instant, on a une inégalité sociale. Ceux qui ont les moyens d'aller en Belgique ou en Espagne ou outre-Atlantique pour se procurer un enfant y arrivent. Ceux qui n'ont pas les moyens, qui sont couples hétérosexuels ou homosexuels, ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc on a créé une inégalité économique et sociale. Donc forcément, à un moment donné, la question se posera par le
le droit de rétablir l'égalité à tout le monde et de permettre la PMA en France, y compris d'ailleurs, puisqu'elle est remboursée par la sécurité sociale pour les couples hétérosexuels, de la rembourser, la PMA, pour les couples homosexuels. Donc là, il y aura d'autres débats extrêmement virulents qui seront menés. De la même manière, la gestation pour autrui, qui est combattue et condamnée, notamment pour des raisons éthiques, c'est-à-dire ne commercialisons pas, ne financiarisons pas le ventre de la femme, à un moment donné, on aura le problème de ces enfants qui reviennent en ayant été conçus par GPA. Est-ce que seuls les parents riches qui auront pu se louer un ventre auront le droit d'avoir des enfants? Est-ce qu'on va rejeter ces enfants parce que leurs parents ont commis quelque chose d'illégal? On va avoir un énorme débat juridique lié à la mondialisation et ça reviendra aussi par la gauche. Et un peu comme on disait, le Pax, c'est pour ne pas donner le mariage aux homosexuels. Puis un jour, la pression est trop forte et le mariage se pose comme débat. On aura la même question sur le droit à l'enfant. Autant avoir ces débats-là dans la société, et moi je parle en étant favorable au mariage, à la PMA et à la GPA. Autant avoir ces débats dans le grand moment démocratique de notre vie politique qui est la présidentielle. On va parler immigration maintenant avec, c'est un autre dossier très travaillé en ce moment par la droite. Il y a le dossier par ailleurs Fillon-Jouyet. Je vous rappelle qu'il devrait sceller l'avenir évidemment de l'un ou l'autre des deux hommes. Et dans l'attente du résultat des poursuites engagées, François Fillon droitise son discours, en particulier sur l'immigration. Interview au Figaro Magazine et meeting à Menton. L'ancien Premier ministre veut désormais des quotas annuels d'immigration qui seraient votés par l'Assemblée nationale. Il veut par ailleurs supprimer l'aide médicale d'État et augmenter les reconduites à la frontière. Marie-Laurent nous en dit plus. Des idées radicales pour conjurer la polémique. En pleine affaire du déjeuner, François Fillon a choisi Menton pour aborder ce dont Marine Le Pen a fait sa priorité, l'immigration, l'intégration. En 2010, j'ai fait interdire le port de la burqa dans notre pays. Parce que dans notre République, les femmes et les hommes sont égaux. Et chez nous, on se regarde à visage découvert, sans se défier ni sans se juger. En France, la foi religieuse, c'est une lumière intime. Ça n'est pas un projet de société. Et ça n'est pas à la France de se plier à des coutumes ou à des règles qui ne seraient pas conformes à son idéal républicain. À 2 ans de la primaire UMP pour la présidentielle, l'ancien Premier ministre a été clair. La France doit accueillir moins d'étrangers. Je propose d'inscrire dans notre Constitution le principe que l'immigration dépend de la capacité d'accueil et d'intégration de la France et de prévoir que le Parlement délibère chaque année pour adopter une prévision d'immigration légale tenant compte de la situation de l'emploi, de la situation du logement, du contexte social, tout ceci permettant simplement de fixer des quotas. Les quotas, c'est l'une des mesures annoncées ce week-end dans l'offensive médiatique filloniste. À l'origine, un constat. En ces temps de chômage record, la France n'a plus les moyens d'offrir aucun travail ni logement. Contrairement à certains pays voisins, elle n'a tout simplement plus besoin d'immigrer. La France n'a pas les mêmes contraintes que l'Allemagne, qui a délivré cette année 800 000 titres de séjour pour compenser la baisse de sa démographie. Nous avons la démographie la plus dynamique de tous les pays européens. Encadrer l'immigration familiale, durcir les conditions d'obtention de la nationalité, François Fillon multiplie les propositions choc. L'immigration doit cesser d'être une charge. Je veux que les gens sachent à l'avance que l'on ne peut pas débarquer en France et aller tout de suite au guichet. Je propose qu'aucune prestation d'aide sociale, d'allocation familiale ou d'aide au logement ne soit versée à ceux qui résident régulièrement en France depuis moins de 2 ans. Quant à l'aide médicale d'État, elle est devenue un mode de soins pour tous et pour toutes les pathologies, y compris les plus bénignes. Eh bien, ça n'est pas acceptable, elle doit donc être supprimée. La fin du tourisme social, conformément à la décision de la Cour de justice européenne il y a quelques jours pour les personnes économiquement inactives. Un thème cher à l'extrême droite, tout comme les reconductions à la frontière que François Fillon, là aussi, propose d'amplifier concernant les Roms ou les demandeurs d'asile déboutés. Leur éloignement doit être systématique. Le Royaume-Uni et l'Allemagne sont à peu près à 80% de reconduite à la frontière. Nous atteignons péniblement 20%. Une droitisation du discours sans aller jusqu'à demander la sortie de l'espace Schengen qu'il s'agit au contraire de mieux protéger. L'ex-premier ministre l'assure, la France n'a plus le choix.
pense qu'on est au pied du mur, je pense qu'on est sur un toboggan, la vitesse de la glissade s'accélère, et c'est la raison qui pousse celui qui était partisan de la réforme prudente pendant de très nombreuses années à être aujourd'hui partisan d'une réforme plus brutale, plus rapide. François Fillon loin, bien loin de son combat en 2012 contre la droite décomplexée de Jean-François Copé. Alors, en pleine affaire Jouyet-Fillon, François Fillon, lui, continue de faire de la politique. C'est allé plus loin. Je pense qu'une bonne partie des propos tenus par François Fillon dans le Figaro Magazine, s'ils étaient tenus par Nicolas Sarkozy, ça ferait une polémique sans fin. En même temps, la droite débat, elle avance. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qu'il nous dit l'ex-premier ministre? Il fait de la politique, il fait de la polémique parce qu'il est sur un double front, il est sur un front électoral. Ne pas laisser à Nicolas Sarkozy le monopole de la droite. On l'a vu précédemment dans cette affaire de présidentielle interne à l'UMP. Sarkozy consolide son socle à la droite de l'UMP. Après, derrière, il y aura une primaire. On voit bien quelle est la figure de centre-droit, centre-gauche. C'est Alain Juppé qui fait la une des Inrecuptibles. Et puis, il y aura une figure plus à droite qui sera Nicolas Sarkozy. Comment Fillon peut se faire une petite place entre ces deux-là? C'est pas évident. Mais il y a aussi un autre combat chez François Fillon, plus intéressant, c'est la reconstruction intellectuelle du fillonisme. Le fillonisme n'est plus le séguinisme. Il a, sur l'économie, construit depuis quelques mois une pensée libérale, des propositions libérales extrêmement avancées et pas du tout séguinistes, parce qu'il considère que le monde a bougé depuis que Séguin combattait le traité pour Maastricht. Sur les thèmes de société, sur les thèmes de sécurité, de la même manière, il essaye de remettre la ferveur républicaine ex-séguiniste sur une autre grille de lecture de la société. Ça donne des propos extrêmement durs. Rappelez-vous quand il avait dit entre un FN et un PS au second tour d'une élection, je choisis le moins sectaire. Ambiguïté, polémique. Là aussi, il est en train d'essayer de marquer ce territoire pour dire voilà, la France, c'est des valeurs, et ces valeurs, il faut appeler un chat, il faut être dur sur l'immigration. Il oublie seulement certaines choses. Une partie de ses propositions ont été tentées, on n'a pas réussi, notamment les quotas d'immigration. Et puis, la France est extrêmement rétive à lire cela autrement qu'avec un regard polémique. Alors, vous réagissez aussi aux quotas. 2, est-ce que fermer ce qu'il appelle le guichet voilà, de toute prestation sociale avant 2 ans de présence, j'imagine officielle en France. Régulière. Et voilà, tout à fait régulière, sinon ça n'a pas de sens cette proposition. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut avoir force de loi et est-ce qu'on peut le faire? Je pense que, si vous voulez, le discours sur l'immigration, alors ils sortent des mots, ils changent de vocabulaire, mais grosso modo, sincèrement, entre Juppé, Fillon et Nicolas Sarkozy sur l'immigration et l'économie, ils sont pratiquement d'accord sur ce qu'il faut faire. Après, ils jouent avec les mots, effectivement, et là, Christophe a 100 fois raison. Combien de fois on a entendu Nicolas Sarkozy parler des quotas qu'il faudrait faire comme ailleurs, comme au Canada, qu'il faudrait supprimer l'aide médicale d'État. Que ne l'a-t-il pas fait quand il était aux affaires? Fillon aussi, d'ailleurs, entre parenthèses. Donc, il y a toute une batterie. Étaient ensemble, donc. Il y a toute une batterie de mesures, si vous voulez, que j'ai l'impression d'entendre dans la bouche des leaders de l'UMP depuis 10 ans, et qu'ils répètent, parce qu'il y a une réalité, il ne faut pas la nier, et puis aussi parce que, à côté d'eux, il y a un Front National qui n'hésite pas à y aller. Vous avez entendu l'argument démographique. Il dit la France, c'est différent des autres pays européens, notamment de l'Allemagne. Nous, on a une natalité et on n'a pas besoin d'immigration. Je suis d'accord en partie avec lui par rapport à l'Allemagne. Là où il a tort, c'est quand il dit qu'en France, on reconduit à peu près 20% des clandestins et qu'en Allemagne ou en Angleterre, ils en conduisent 80%. Alors là, je pense qu'ils sont des élus. Pour être tout à fait juste, les Anglais ont un taux de reconduite beaucoup plus important parce qu'ils ont beaucoup moins de décisions de reconduite. Alors, je voudrais répondre à votre question sur les prestations. A-t-il raison d'aborder ce thème Il a raison d'aborder ce thème, mais à mon avis, les prestations, il aura beaucoup de mal à le faire passer sur un plan juridique, parce que là, il y a un problème de discrimination qui ne passera pas. Il dit qu'il faudra changer la Constitution. Oui, mais ça, il ne pourra pas. Il ne pourra pas, et il ne pourra pas vis-à-vis, toujours et encore, de la Cour européenne de justice. Sauf que ces prestations, il peut les limiter et en supprimer quelques-unes pour les clandestins, pas pour les réguliers, pour les clandestins. Ça me paraît tout à fait possible. Il y a 2 façons d'évaluer ce que vient de nous dire François Fillon. Soit on estime qu'il est nécessaire de parler aussi de ces questions relatives à l'immigration, qu'on va avoir une grande campagne présidentielle, que c'est normal que ces thèmes soient débattus, soit on estime que l'économie et le social seront tellement importants que de toute façon les Français, à la limite, n'ont pas envie d'entendre parler de ça. À moins qu'on décide de lier les deux. Or, en l'occurrence, je pense que c'est ce qu'il fait. Alors, voilà, comment ça se passe? Faisons crédit à François Fillon que depuis 1 an, il travaille. Oui.
Il travaille. Il fait des propositions. Il produit un discours, il produit un programme qui est le programme Fillon pour l'élection présidentielle, alors que les autres sont beaucoup plus dans l'ambiguïté. Son programme, il est en effet, il tue le père. Son programme, il est libéral, le père Seguin, je veux dire. Hein. Son programme, il est clairement libéral en économie. Et le cousin Nicolas par la même occasion, voilà. quand même. Hein. Et le cousin Nicolas est considéré par Fillon comme un affreux étatiste. Lui, maintenant, s'assume Fillon clairement libéral. C'est drôle. Et sur le terrain de l'immigration, il veut pas céder de points, parce que là, il y a une course entre tous les dirigeants de la droite à qui bordurera le mieux les thèses de Marine Le Pen pour protéger l'identité nationale prétendument menacée, etc. La question, c'est, est-ce qu'il y a un espace pour ça ? Parce que aujourd'hui, on voit bien au fond qu'il est même amené probablement à durcir le ton plus qu'il ne l'aurait souhaité pour exister. Parce qu'en réalité, Sarkozy fait du Sarkozy. On voit assez bien maintenant quels sont les thèmes que Sarkozy va développer. Et la position centriste qui aurait pu être celle de François Fillon, le modéré, l'européen, etc., elle est occupée de fait par Alain Juppé. Et donc François Fillon voit l'espace politique se réduire de plus en plus. Et du coup, il est amené à faire une triangulation sur la droite de l'UMP, ce qui n'était pas son projet à l'origine, mais ce qu'il avait commencé à faire en effet quand il a dit entre socialistes, bonnet blanc, blanc bonnet, etc., mais qui l'amène dans une position qui aujourd'hui est marginale, mais qui peut être gagnante à terme, et là on rejoint l'affaire, c'est que si, par extraordinaire, Nicolas Sarkozy était dans l'impossibilité de se présenter pour des raisons judiciaires, à ce moment-là, le parti pourrait être pris, la primaire pourrait être gagnée par la droite. Et je pense que ça fait partie aussi du calcul de François Fillon. Si Juppé se recentre, la primaire, comme tous les congrès du PS sont gagnés à gauche, la primaire à droite se gagnera à droite, elle se gagnera probablement pas au centre. Et donc il y a une stratégie à long terme, à 2 ans, enfin à long terme, à moyen terme, de reconquête de cet électorat, patatras. Il lui est arrivé la catastrophe, alors là, l'accident industriel que personne n'aurait pu prévoir, c'est que pour la droite de la droite, jusqu'à ce qu'il soit définitivement blanchi de toute accusation dans l'affaire Fillon-Zouillet, pour la droite de la droite, il est celui qui a renversé l'autel. Vous pensez que ça pèse vraiment ? Ah oui, et on le voit déjà dans les sondages. Dans l'électorat de droite, il a déjà décroché, et pour le fan club de Sarkozy, vous savez, la médisance, on sait ça depuis Beaumarchais, que les faits soient vrais ou pas, l'effet est le même. Il restera toujours dans une fraction de la droite l'idée, ce gars-là, il nous a trahis, il a poignardé Sarkozy dans le dos. Je pense qu'il aura beaucoup de mal à se défaire de cette accusation, sauf si demain, Jouyet venait à la barre dire, il ne m'a jamais dit ça, il n'a jamais été question de ça, on n'en parle plus. Mais ça pèse contre lui à la droite de la droite tant que Sarkozy est considéré comme une victime. Le jour où on apprendra que cette pénalité, il aurait dû la payer lui-même, le jour où on sera au bout des affaires, et notamment celle de Big Malion, peut-être que Sarkozy ne sera plus vraiment en état d'être le champion de cette droite-là. Et là, en effet, le positionnement néo-droitier de François Fillon peut lui fournir un électorat un peu acquis. D'autant que aujourd'hui, il y a des gens de centre et de centre-gauche qui sont prêts à dire « Ah, moi, j'irai voter Juppé à la primaire pour éviter Sarkozy. Parce que j'ai pas envie d'avoir Sarkozy comme président et comme le candidat socialiste a toute chance d'être battu, mieux vaut Juppé que Sarkozy. » Ils ne feront pas forcément ce voyage-là pour aller voter Juppé contre Fillon pour éviter Fillon. Donc il y a un positionnement de Fillon qui est un positionnement d'attente. Il a besoin de la chute de Sarkozy, mais il n'est pas exclu que ça arrive. Par ailleurs, tous ces calculs de Fillon, Sarkozy et autres ne sont pas faits comme ça en l'air par Paris. Il spécule sur une droitisation de la société française qui est une réalité. On voit bien comment sur ces sujets-là, notamment l'immigration, depuis quelques années, et ça s'aggrave avec Lampedusa, et ça s'aggrave avec Sangatte, avec Calais, la société française se durcit. Elle est de moins en moins amène avec l'immigré. C'est pas un hasard s'il va faire son discours à Menton, qui est un des lieux en France, un lieu de passage où tous les jours la police arrête et des dizaines de passagers clandestins. On les prend à la sortie du train, on les renvoie en Italie, ils reviennent le lendemain. Nous y avons consacré des reportages qui étaient assez stupéfiants quand on voit la réalité, j'allais dire physique des choses. Il est audible ou pas en ce moment, François Fillon, en dépit de l'histoire avec Jouyet ? En dépit, vous dites ? Oui, je pense qu'il est. Enfin, oui, il travaille, ça, tout le monde en est d'accord. Alors après, il y a des bribes de pensée qui arrivent probablement aux gens. Effectivement, son programme très libéral, sa suppression du contrat de travail, enfin tout ce qui est. On fait sauter à peu près tous les verrous qui sont susceptibles de bloquer les entrepreneurs. C'est la seule politique qu'on n'a jamais menée en France. Hein. Le libéralisme est quelque chose qui n'a jamais été tenté en France. Je suis désolé de le dire. J'aurais tendance à trouver qu'il y a un petit peu d'excès dans son côté à faire sauter tous les verrous et assez peu de pragmatisme.
Bon, évidemment, on va pouvoir lui dire pourquoi vous ne l'avez pas fait, mais après, il va répondre parce que je ne pouvais pas tout faire. Et puis oui, c'est la faute de Nicolas. Après, bon, je pense qu'il manque peut-être dans son discours quelque chose d'un peu plus, non pas empathique, mais alors, on a Alain Juppé qui est sur rassemblement, réformé, je ne sais pas quel est le troisième R, et rénové. Rassemblé. Bon, qui manque un peu pour l'instant d'étoffe, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore travaillé, mais bon, là, on sent quelque chose d'un peu rond. Là, c'est plutôt cliver, choisir. C'est un positionnement qui, effectivement, vaut ce qu'il vaut, mais moi, je pense ça plaît à droite. Hein. Ça plaît à droite. Je pense quand même que l'affaire actuelle est complexe, parce que contrairement à ce que disait Claude, enfin, quand tu disais si Jean-Pierre Jouyet vient dire j'ai jamais dit ça, je pense qu'il n'y aura jamais de preuves, hein, parce que tout le monde confond les enregistrements, mais l'enregistrement, c'est Jean-Pierre Jouyet avec les journalistes, le fameux déjeuner avec Gossé-Graville, avec Jouyet, et personne ne l'enregistrera. Donc on ne pourra jamais dire, regardez, ils ont parlé de l'Europe. Voilà ce qui s'est passé. Et que deuxièmement, les phénomènes aggravants, c'est que ça vient, c'est plausible. Ce que disait un proche de Nicolas Sarkozy à des journalistes aujourd'hui, c'est, écoutez, chaque fois que vous l'avez vu, vous avez dit tout ça, il n'y a pas de raison quand il est avec Jean-Pierre Jouyet. Et tout ça, ils sont amis. Hein. Ce qu'il faut aussi dire qu'on n'a peut-être pas suffisamment dit dans les articles, c'est que c'est des copains. C'est-à-dire que Jouyet-Fillon. Ah, Jouyet-Fillon. Attendez, ce sont des amis. J'ai cru comprendre que leur relation s'était considérablement dégradée depuis quelques jours. Il y a une vie sociale, une vie amicale ensemble. Donc qu'il se soit dit ça, c'est totalement plausible. Donc ça aggrave le côté François Fillon, pas toujours comme ça que Nicolas Sarkozy avait dénoncé. Et ben, quand une rumeur colle sur une idée qu'on avait déjà, en général, ça fait du mal. Question SMS. Connaît-on l'opinion de Carla Bruni sur le mariage pour tous? Généralement, quand on dit Carla Bruni, je me tourne vers vous. Du temps où elle était moins fâchée contre l'Express, elle était plutôt favorable à ce genre d'évolution. En tout cas, elle ne l'a pas combattu. En tout cas, elle a toujours, sur les questions de mœurs, poussé son mari vers la modernité. Voilà. Maintenant, je n'ai pas eu son avis depuis un certain temps. Alors que Mme Fillon est très hostile, je crois savoir. Bon, alors très bien. Elle est en tout cas très gay-friendly. Et elle choisit Mariton, Mme Fillon. Bon, ben voilà, un tour de table qui m'a surpris moi-même. Sarkozy risque-t-il de se droitiser toujours plus sur tous les sujets pour plaire à la fraction la plus dure de l'électorat? Je peux répondre à cette question parce que c'est un mot qui commence à être banalisé et qu'il faudrait cesser d'employer ce mot de droitiser. Ils sont tous de droite. Et ils sont tous d'une droite de plus en plus affirmée pour deux raisons. D'abord parce qu'ils se sont pris beaucoup d'échecs électoraux. Et la deuxième raison qu'a très bien décrite Christophe tout à l'heure, c'est cette littérature et ces études qui montrent que le pays est en train d'être de plus en plus intolérant sur beaucoup de choses. C'est la France périphérique de Christophe July. C'est aussi le bouquin sur le mai 68 à l'envers. Et ils font le constat d'une France qui est en train de se raidir. Et deuxièmement, d'une France qui n'est plus gouvernée, on va quand même le dire de façon assez franche, depuis 15 ans, où les Français ont l'impression qu'on est comme un petit bateau sur l'eau, sans être... Donc, ils donnent un sentiment d'autorité. C'est ce qu'ils veulent essayer de dégager. Sur le fond, ils disent la même chose depuis 15 ans. Ils disent tous la même chose. Je parle des trois, là, et des autres, mais avec des mots différents. Et avec une psychologie différente. Ce qui nous permet de dire que M. Alain Juppé représenterait le centre, parce qu'il a dit un jour que la droite c'était le centre et la droite, enfin l'UMP. Mais si vous regardez ses propos, moi je les ai bien regardés en dehors du mariage pour tous, il va même plus loin, souvent, que Nicolas Sarkozy. Il est pour la suppression de l'impôt sur la fortune, je crois qu'il en a parlé. Nicolas Sarkozy, c'est pas encore très clair là-dessus. Enfin, il y a beaucoup de sujets sur lesquels... Voilà. Ils sont complètement... Les notions de gauche et de droite, selon les domaines, s'appliquent différemment. Ouais. Il y a un thème que Nicolas Sarkozy n'abandonnera pas, c'est celui de l'État. Je pense qu'il va faire campagne sur le thème de la protection de la France, de l'État-nation français, y compris contre les folies de la mondialisation, contre l'Europe, etc. Souvenez-vous quand... Pour justifier sa rénovation et sa refondation ? C'est pas très ou juste pour faire Calinou. C'est pas très développé éloigné des thèmes qu'il a développés en 2012, la demande d'État, les frontières, etc. Et Marine Le Pen l'a compris, ça, justement. Le point sur lequel il y a une convergence, c'est évidemment la question de l'immigration, c'est-à-dire implicitement de l'identité. C'est la phrase hier de Guéant. Les Français ont le sentiment qu'on n'est plus chez nous. Pourquoi est-ce que tous les hommes politiques de droite vont très fort, plus fort qu'avant sur ce terrain,
qui avait été élaboré par le débat national sur l'identité, tout simplement parce qu'ils ont observé... Comme vient de l'expliquer Yves Tréhard, parce que l'opinion pense comme ça. Oui, mais nos sociétés se sont, parlons simplement, droitisées. Ils ont observé que Marine Le Pen a fait un carton comment en liant la question sociale et la question du chômage avec l'immigration. Pas seulement l'insécurité, mais tout le malaise social. Tout a changé le 29 mai 2005. Et c'est pour ça que sur ce terrain-là, maintenant, il y a une course à l'échalote entre les dirigeants de la droite. Justement, le Tea Party français va-t-il finalement imposer sa vision traditionnaliste de la société à la droite politique? Moi, je suis assez... Je pense que faire une comparaison entre le Tea Party... Ne le prenez pas au pied de la lettre, la question va plus loin. Non, mais je voudrais expliquer justement. Je crois que le Tea Party peut, effectivement, être une majorité de droite. C'est-à-dire qu'à droite, on pense majoritairement Tea Party. Voilà. Sauf que le Tea Party américain est anti-État et que le Tea Party français est pour l'État. D'accord. Alain Juppé ne s'est-il pas démarqué durablement aujourd'hui avec sa réaction pleine de bon sens sur la loi Taubira? Oui, c'est pas sa première occasion pour lui de se démarquer. Quand il parle d'identité heureuse, par exemple, il se démarque fortement. Dans le style pour réformer le pays... Le mot bon sens est amusant, hein, puisque, après ce que vous nous avez dit tout à l'heure sur sens commun. Mais enfin bon. C'est comme ça qu'il est le plus efficace, c'est en expliquant qu'il ne veut pas polémiquer, que dehors il n'y a pas de sujet à polémique, parce que le bon sens plaide pour la solution A contre la solution B. Faire et défaire, voilà les programmes qui nous attendent, nous dit un téléphone. Non, mais c'est vrai que c'est pas enthousiasmant, parce que quand on s'intéresse à la politique... Sarkozy attaque Hollande en disant il n'a eu de cesse que de défaire ce que j'ai fait pendant 5 ans, et il propose la même chose. Sur l'un des textes emblématiques, peut-être le seul qui a vraiment marqué le quinquennat Hollande pour l'instant, il dit qu'il faudra l'abroger. Il aurait pu dire ce texte est insuffisant, on le complétera, mais on avancera. La popularité de Nicolas Sarkozy est-elle toujours aussi élevée à l'UMP? Bruno Le Maire n'a-t-il pas désormais des chances de gagner? Ce sont les militants qui votent, les militants encartés, ceux qui, malgré Fillon, malgré Copé, malgré Big Malion, ont gardé leur carte. Ceux-là, ils ont vécu quand même pendant 2 ans avec le mythe du sauveur, de cette espèce de Sarkozy-Napoléon à l'île d'Elbe, et il est revenu. Je ne vois pas comment la grande majorité pourrait s'écarter du vote Sarkozy. Que Bruno Le Maire fasse une campagne très courageuse, que des gens viennent au meeting en disant cet homme-là, il montre sa dimension, il est intéressant, c'est vrai. De là à se dire je vais lui donner mon vote, alors que depuis 2 ans, je rêvais du retour de Sarkozy, le chemin est là. Simplement, les scores ne seront pas neutres. C'est-à-dire qu'on le sait très bien. On nous a préparé psychologiquement dans le camp de Nicolas Sarkozy à nous dire que déjà 70, ça serait formidable. Bientôt, ils vont nous dire 60. Ça serait encore bien. Alors que pour répondre aux SMS, que ça s'inverse. Bref, qu'il y ait 2 tours, j'y crois peu. De même, Hervé Mariton a peut-être été sous-estimé dans les pseudo-sondages, parce qu'on ne peut pas faire des sondages simplement. Maintenant, il parle d'amour, Hervé Mariton. Non, mais on l'a donné à 2 ou 3% au début. Il n'est absolument pas exclu qu'il soit à 7 ou 8 au finish. Donc le 7 ou 8 de Mariton, plus Bruno Le Maire qui grignote aussi et qui lui dit 20-25 ça serait pas mal, ça peut donner finalement un score pour Nicolas Sarkozy qui ne serait pas les 84, 85, 83. 86 je crois, oui. Autour de l'ordre de 70. De la dernière fois, mais quelque chose en dessous. Sans compter la triche. Sans compter la triche, il ne faut pas l'exclure. Alors, pardonnez-moi. À plus long terme, parce qu'il y a 2 élections. Il y a l'élection de 2017 quand même. On voit bien, c'est une suite directe à la question, se défaire l'esquisse d'un découplage. C'est-à-dire que les militants, le fond militant de l'UMP reste très sarkozyste, mais la nouveauté, c'est que le peuple de droite devient juppéiste. Là, on voit très très bien dans les sondages, comme dans cette structure concentrique, les choses sont en train de se... Alors là, j'ai un tréhard très dubitatif. Oui, j'attends de voir. Alors on va voir, attendez-moi. Il est un peu tôt, là, écoutez, question, je ne comprends pas vos commentaires. Moi, j'ai vu une salle qui a acclamé Sarkozy et des personnes convaincues après son discours. Non, mais c'est vrai que... Et là, c'est là où Christophe a raison. Pour beaucoup, et pour les observateurs, le passage de Nicolas Sarkozy, ça a été un passage qui n'était pas à la hauteur. Il y a personnes dans la salle, il y a 270 000 qui votent. En revanche, pour les militants, eh bien, ils ont eu ce qu'ils obtenaient. Et maintenant, Nicolas Sarkozy est ficelé avec ce sujet-là. Pour certains militants, parce que les 3000 de là, je vous rappelle qu'il y en a 260 000. Mais là, ce sont les 3000 de sens commun. Oui, donc pas forcément ceux. Il y a peut-être probablement des tonnes de gens à l'UMP qui se disent... Enfin, les sondages montrent qu'à l'UMP, on est quand même pour l'agrégation. J'ai bien compris que vous faisiez allusion à des possibilités de triche dans le vote électronique, là. La dernière fois que l'UMP a voté, c'était à l'automne 2012, c'était Copé-Fillon. Donc est-ce qu'ils ont sécurisé les process? Quand Nicolas Sarkozy a été élu président de l'UMP... Ils sont moins 3 à avoir envie de savoir. Nicolas Sarkozy a été élu président de l'UMP le 28 novembre 2004, avec des comptages et des recomptages qui laissent Dupont-Aignan, qui était face à lui, fortement sceptique sur la validité des opérations. On verra bien. Tout passe par Internet, il faut le dire. Tout passe par Internet et c'est pas une garantie
de fiabilité. Pas On encore. emmène les gens avec des bus voter sur Internet, donc si on leur dit qu'ils n'ont pas leurs lunettes ou je sais pas quoi, sur les taper 1, taper 2 et tout, on sait jamais ce qui peut se produire. Hein. Ah, c'est pas mal ce que vous décrivez. Bon, on va suivre de tout ça de très près et bien entendu avec curiosité. Merci infiniment les uns les autres d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est dans l'air qui sera rediffusé ce soir à 22h30. 22h30 demain, 17h45. Nouvelle émission en direct. Auparavant, Axel de Tarlet et son invité. Passez donc une très bonne soirée. À demain. Merci.